Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Alain Dumortier. Le 16 août 2014, Alain, 70 ans, souffrant d'un début de maladie d'Alzheimer, disparaît mystérieusement après une baignade en mer avec son épouse lors de ses vacances en Turquie. La photo a été prise pendant les vacances. Betty et son époux Alain, âgés de 70 et 71 ans, se baignent dans la Méditerranée. De ces eaux bleues claires ne sortent que leurs sourires. Ils paraissent très heureux et ils ont la peau bronzée. Tous les deux, ils viennent de passer près de 2 semaines avec leur famille sur une plage turque près de Bodrum. On voulait prendre le dernier bain de mer, confie Betty. Tous deux sortent de l'eau, les serviettes sont préparées sur les transats. Elle prend une douche un peu plus loin, à quelques mètres d'Alain. C'est la dernière fois que Betty reverra son mari. Sur le coup, je ne me suis pas affolée. J'ai pensé qu'il avait croisé quelqu'un. C'est un bavard. Retour sur la disparition d'Alain, qui demeure inexpliquée. 16 août, 10h20. Alain et sa femme sont sortis de l'eau. Ils ont marché sur la plage en direction des douches. Depuis, plus aucune nouvelle d'Alain. Il s'est volatilisé sur la plage. Alain était en vacances dans le pays depuis le 3 août, avec sa femme, son fils et sa belle-fille. L'homme avait appris fin 2013 qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Ses médecins l'avaient cependant autorisé à partir en vacances. Inquiète de ne pas le voir revenir, sa femme alerte la police. La police turque est arrivée à 16h30. Il n'y a rien qui ressemble plus à un touriste en maillot de bain qu'un autre touriste en maillot de bain dans une ville de bord de mer, qui, comme ici, accueille beaucoup d'étrangers, a déclaré son fils. Ce dernier est resté quelques jours supplémentaires en Turquie pour alerter les médias locaux et diffuser le signalement de son père, alors que sa femme et sa mère ont regagné la France. Il a cherché dans les chantiers, les égouts, la plage, les bergeries, sans succès. Au départ, les autorités turques n'ont pas voulu ébruiter l'affaire, pour ne pas faire de tort au tourisme, et nous avons respecté leurs souhaits. Mais le temps a passé et rien. Le 1er octobre, une information judiciaire est ouverte à Douai dans le Nord, pour recherche des causes de la disparition. Après un signalement de disparition inquiétante adressé au parquet par l'avocat de la famille, maître Franck Berton, a indiqué le procureur de la République de Douai, Éric Vaillant. Le parquet espère permettre à la juge qui instruit désormais ce dossier d'entrer en contact avec ses collègues turcs et d'obtenir une copie des actes réalisés par ces derniers, voire en demander d'autres. Que s'est-il passé ce 16 août ? Alain aurait-il eu une crise de sa maladie d'Alzheimer ? Se serait-il perdu sur la plage ? Il sera vu par des témoins sur la plage d'Ortakant, Yashi Beach. Il sera vu par la suite dans le restaurant Coco, où Alain aurait déclaré être à la recherche de sa famille. Il poursuit son chemin vers le restaurant FM, où il est aperçu aux alentours de 11h, et enfin continue sur la plage en marchant. Maillot de bain, pieds nus et toujours porteur de son bracelet du Pentuya Beach Resort. Il fera demi-tour et reprend la direction de leur hôtel mais ne s'arrête pas. Vers 16h30, il entre dans une chambre du Marin Hôtel, pensant qu'il est arrivé à son hôtel. Il sera vu pour la dernière fois à la station de bus d'Olmus, à Ortacan à proximité de Pentuya Beach. Il aura fait 10 km à pied. Depuis, plus personne n'a eu de ses nouvelles. Sa disparition demeure inexpliquée. Beaucoup de questions se posent. Pourquoi n'a-t-il pas demandé son chemin ? Pourquoi n'a-t-il pas rejoint le centre de police ? Pourquoi personne ne l'a aidé, le voyant errer seul en maillot de bain ? Où se trouve-t-il depuis bientôt 7 ans ? Pour moi, cela n'a pas de sens. Et s'il était retenu contre son gré par des personnes peu scrupuleuses ? Ne pas oublier qu'il a toute sa tête, sa maladie était seulement à son début. Ceci avait été confirmé médicalement par un neurologue. Il est donc en pleine possession de ses moyens et en pleine forme. Il n'y avait aucun obstacle médical ou autre afin qu'il prenne des vacances en famille dans ce pays. Son avocat, maître Franck Berton, a souhaité alerter les autorités diplomatiques françaises et les autorités judiciaires et policières turques
parce qu'on s'aperçoit que depuis 8 semaines, rien n'a été entrepris pour rechercher cet homme qui a disparu. On s'aperçoit qu'il n'y a aucun rapport de recherche, par exemple, dans les hôpitaux, au sein des hospices, des centres d'accueil. Lors d'une conférence de presse à son cabinet, déplorant qu'on laisse cette famille dans l'ignorance la plus totale. L'avocat s'est également montré très critique envers les autorités diplomatiques françaises sur place, qui n'ont, selon lui, pas apporté de soutien psychologique ou matériel à la famille d'Alain Dumortier. Le Quai d'Orsay a affirmé de son côté que des recherches sont activement conduites par les gardes-côtes et les gendarmes sur place. À une question de M. Thierry Lazaro à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux vous exposer la situation de l'un de nos compatriotes originaires d'Orchi dans le Nord, aujourd'hui âgé de 72 ans et disparu en Turquie depuis le 16 août 2014. En effet, M. Alain Dumortier se trouvait en vacances dans la station balnéaire de Bodrum, bordée par la mer Égée, où il y séjournait depuis le 3 août 2014 en compagnie de son épouse, de son fils et de sa belle-fille. Après une baignade, M. Dumortier parcourt 10 mètres sur la plage pour prendre une douche afin de se dessaler et disparaît subitement, seulement vêtu d'un maillot et de sa seule alliance. Des témoignages affirmeront l'avoir revu à 2 reprises le lendemain, mais sans plus amples explications. Il convient de préciser que la vie stable de notre compatriote exclut toute volonté de disparaître, non plus que toute pathologie. Une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition a été ouverte le 1er octobre 2014, après un signalement de disparition inquiétante adressé au parquet par l'avocat de la famille. Or, en dépit des promesses faites à celle-ci, le silence s'est progressivement installé, en sorte que ses proches n'ont aujourd'hui plus aucune nouvelle de l'avancement de ce douloureux dossier, avec toute l'inquiétude, vous l'imaginez, forte et légitime, qui mine leur quotidien. Il en est de même dans le cadre de la plainte qui a été déposée. En conséquence, Monsieur le Ministre, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer, d'une part, les démarches qui ont été entreprises afin que toute la lumière soit faite sur la disparition de notre compatriote Alain Dumortier, et d'autre part, l'état de la procédure qui découle de la plainte qui a été déposée. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, m'a chargé de vous faire la réponse la plus précise possible à votre question et vous assure qu'il compatit à la situation douloureuse dans laquelle se trouve la famille. Vous avez en effet mentionné que la disparition du ressortissant français originaire d'Orchi a eu lieu le 16 août 2014. Et vous savez qu'en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013, il n'appartient pas au garde des Sceaux de donner quelque instruction que ce soit au parquet dans le cadre d'affaires individuelles ni d'interférer dans les procédures judiciaires. Néanmoins, le ministre tient à vous indiquer que l'information judiciaire qui a été ouverte le 1er octobre 2014 est toujours en cours. Compte tenu de sa nature même, la progression de cette instruction est largement tributaire de l'entraide judiciaire avec la Turquie. Or, si cette entraide judiciaire en matière pénale avec les États de l'Union européenne est conduite sur la base d'une communication directe entre autorités judiciaires, il n'en va malheureusement pas de même avec les États tiers. Ces procédures restent longues au regard des attentes des familles concernées et, comme vous pouvez l'imaginer, la communication avec les autorités judiciaires turques a perdu en fluidité depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Quoi qu'il en soit, l'autorité judiciaire reste mobilisée pour faire aboutir cette procédure malgré les difficultés réelles rencontrées. Dans le cadre de l'instruction, toutes les investigations possibles sont donc effectuées, notamment auprès des autorités turques qui sont régulièrement sollicitées par l'intermédiaire du magistrat de liaison française en Turquie. Betty Dumortier a annoncé ce jeudi qu'elle entamait une grève de la faim dans l'après-midi. Désespérée, elle est également en colère, estimant que rien ne bouge. Son objectif, rencontrer le Premier ministre Manuel Valls et s'assurer que tout est fait pour que son mari soit retrouvé. Après des mois de bataille, enfin, Betty est reçue par Matignon. Elle a été reçue pendant plus d'1 heure par le conseiller diplomatique du Premier ministre, le directeur de la cellule de crise du Quai d'Orsay, ainsi qu'un représentant du pôle parlementaire de Matignon. Ils lui ont assuré que tout était mis en œuvre pour retrouver Alain. Tous se sont engagés à lui faire des comptes rendus, des recherches à intervalles réguliers. Mais la nouvelle, c'est qu'ils n'ont rien pour le moment. Aussi aberrant que cela puisse paraître,
Elle a le sentiment d'avoir été considérée et ça la rassure et ça lui donne de l'espoir. Elle est d'une dignité admirable. Maintenant, Betty attend désormais de rencontrer à Douai le juge d'instruction en charge du dossier, puis l'ambassadeur de Turquie à Paris. Je vous propose d'écouter l'interview de Betty. La première information concerne Betty Dumortier et une bonne nouvelle, vous savez, pour cette femme nordiste à la recherche de son mari Alain, disparu en Turquie l'été dernier. Depuis des mois, elle se bat seule pour faire avancer l'enquête, mais après l'ouverture d'une information judiciaire en octobre dernier, rien de nouveau ne lui avait été proposé. Cette semaine, en revanche, elle a pu rencontrer un conseiller diplomatique de Manuel Valls à Matignon qui lui a annoncé l'ouverture d'une commission rogatoire internationale. Un magistrat serait actuellement sur place et la semaine prochaine, elle sera reçue avec son avocat par la juge d'instruction en charge du dossier pour connaître les dernières avancées de l'enquête. C'est un progrès pour elle et sa famille, mais ce n'est bien sûr pas suffisant. Idil Günay l'a rencontrée hier chez elle à Orchi. Selon elle, toutes les pistes n'ont pas été explorées. Je vous propose d'écouter son témoignage. J'ai leur parole, je vais avoir des retours du magistrat qui est nommé en Turquie, monsieur Lavigne, et même au ministère de la cellule de crise, monsieur Didier Lebret, m'a certifié que lui aussi, chaque mois, il va me tenir au courant des avancées. Parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a vu mon mari, je ne sais pas ce qui s'est passé sur place, et j'étais en droit de me demander si des recherches étaient vraiment faites, tant par les Français que par les Turcs. Mais là, hier, j'ai eu vraiment la sensation d'être écoutée, que mon mari c'était quelqu'un de qui on allait s'occuper, que le petit français moyen, on prenait conscience que c'était un être humain quand même, et qu'on allait le chercher. Interview de Betty. À ce jour, j'ai l'impression d'avoir donné un coup d'épée dans l'eau, mais mon fort intérieur me laisse penser que je ne dois pas baisser les bras et que Alain est toujours vivant. Les enquêteurs turcs et français travaillent en étroite collaboration et à ce jour, l'ADN d'Alain n'a jamais été retrouvé sur des corps sans vie de personnes portées disparues dans leur pays. En fait, le 16 août 2014 à 10h20, alors que nous nous trouvions sur la plage de l'hôtel Pentuya Beach à Bodrum, Alain, en pleine possession de ses moyens, disparaît. Le lendemain matin, il est vu à la réception de l'hôtel voisin et déclare à des Français qu'il s'est égaré et qu'il désire rejoindre sa famille. Suite à cela, je n'ai plus eu de nouvelles. Je ne m'explique pas que les policiers turcs n'ont pas retrouvé mon époux car les recherches avaient commencé la veille. C'est donc pour ces faits que j'ai déposé plainte pour enlèvement et séquestration. Effectivement, plus le temps passe et plus je suis persuadée qu'il est ainsi, en vie. Il m'a été fait comprendre que mon dossier était très sensible. Je m'abstiens donc à tout commentaire pour le moment. Je reviens sur ce que Betty a dit. Au niveau du dossier sensible, est-ce que les autorités turques cacheraient-ils quelque chose? Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations. Mais je trouve ça étrange de dire dossier sensible pour une disparition. Que se passe-t-il? Cela va faire 2 ans que Alain a disparu. Déclaration de Betty. Par la suite, des personnes mal intentionnées m'ont réclamé de l'argent pour faire en sorte de me rendre en Turquie pour aller chercher mon époux et revenir ensemble en France. Les personnalités judiciaires en charge du dossier m'ont de suite demandé de ne pas payer ces gens mafieux. Je précise que le montant total est tout de même de 81 000 €. Depuis, plus rien, aucune information ne file que ce soit en France ou en Turquie. À l'époque, tout était calme en Turquie, il n'y avait pas de migrants. Je persiste à croire qu'Alain est toujours vivant dans ce pays. Cette disparition est trop gênante pour certaines personnes peu scrupuleuses et autres. Au regard de tout cela, je pense donc fortement que mon époux est toujours retenu contre son gré, car je n'ai jamais versé l'argent demandé. Cela fait 3 ans que Alain a disparu. Malheureusement, l'enquête est au point mort. Rien ne bouge. C'est horrible pour sa famille. Betty s'accroche à la vie par espoir de revoir son mari un jour. Elle ne pourra jamais faire le deuil d'un corps qu'elle n'aura jamais vu. De toute façon, pour elle, il est vivant. Elle en est convaincue. Elle est partie civile depuis octobre 2014, mais malheureusement, elle n'a jamais eu accès au dossier. Depuis, elle multiplie les recours. Avocats, associations, d'aide aux victimes, médias, soutien des parlementaires, Bailly et Larozzo, jusqu'au cabinet de Manuel Valls quand il était Premier ministre. Mais malheureusement, rien n'a bougé. Alain est toujours porté disparu. Je finis cette vidéo en vous mettant l'interview de Betty
dans Crimes et faits divers, la quotidienne. J'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur, sinon je vous mets le lien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère de tout cœur que Betty aura un jour des nouvelles et qu'elles seront positives. Merci de partager cette vidéo, merci de vous abonner et surtout n'oubliez pas les disparus. Merci beaucoup. Retour en direct sur la quotidienne de Crimes et faits divers. Bonjour Betty. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. C'est une histoire un peu folle, en fait, celle qui vous arrive. Ouais. Et c'est une histoire qui fait peur, finalement, parce qu'on se dit que ça peut arriver à beaucoup de personnes. Ça n'arrive pas que chez les autres. C'est ce que vous, vous dites? Oui. Oui. Mais moi, je me dis aussi que l'État français n'a rien fait pour nous. Alors, on va y revenir tranquillement. Oui. Vous étiez parti donc en vacances en Turquie. Pour un séjour de 15 jours en Turquie, qui s'est très bien déroulé. Et puis, la veille du retour, il y a eu cette disparition. Mais vraiment, on s'attend à tout sauf à ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ce jour-là? Vous êtes allé prendre un bain de mer? Prendre le dernier bain de mer, comme on faisait le bain de mer tous les jours. Et puis, je suis remontée. Je lui dis, je passe sous la douche, tu me suis? Donc, je lui installe les serviettes comme d'habitude. Il n'aimait pas avoir le soleil dans les yeux. Donc, j'installe. Puis, quand je me suis retournée, il n'était plus là. Et il est venu avec vous jusqu'à la douche? Jusqu'à la douche. Donc en fait, il n'était pas dans l'eau, il n'a pas pu se noyer. Ça, j'y crois pas. Ça, c'est impossible. Ah ouais, c'est impossible. Ça arrangerait tout le monde, qu'on dise qu'il est noyé. En tout cas, ce serait une explication. Je ne sais pas si ça arrangerait tout le monde, mais en tout cas, ce serait une explication logique. C'est ce qu'on me laissait entendre partout. Mais alors, où est son corps? On a retrouvé des corps en bordure de mer, ça ne correspond pas à son ADN. Je suis naïve, mais il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. Il est quelque part. Ça. Donc, il est à la douche avec vous. Oui. Vous retournez à votre transat, c'est ça? Vous le laissez terminer sa douche. Quand même, oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je me retourne, il n'est plus là. Mais au bout de combien de temps? Quelques minutes, hein. Quelques minutes, hein, le temps que je me retourne, il n'était plus là. Mais c'était quelqu'un de très gentil, il parlait à tout le monde, il était très... Alors moi, sur le coup, je me suis dit, il a parlé, il a rencontré un Français, ce qui arrivait parfois, et puis il est parti à droite au lieu de venir vers moi sur la gauche. Donc tout de suite, j'ai regardé de ce côté-là, et puis ne le trouvant pas, mes enfants et moi-même avons cherché avec 2 autres amis. Vous étiez dans un club de vacances? Oui. Donc, Thomas Cook avait organisé des vacances, et puis franchement, c'était très bien. Donc on a appelé la responsable après. Mais d'abord, je suis allée à l'accueil de l'hôtel et puis j'ai dit le papy a disparu. Tout le monde l'appelait papy tellement il était gentil avec tout le monde. Le papy a disparu. Faut appeler la police parce que sinon on le retrouvera pas. Non, policia. On va chercher ensemble. Ils ont cherché avec nous et puis rien. Hein. Donc on a appelé la responsable de voyage, de Thomas Cook. Et puis elle a dit il faut appeler les autorités. On les a appelés, il était à peu près 11h30, ils sont arrivés vers 16h30. Oula, ah oui. Vous dites quoi pendant ce temps-là? Vous vous dites, il a dû se tromper de direction, simplement? Moi je me dis, on va le retrouver assis sur la plage ou nous cherchant. Finalement, c'est ce qui s'est produit parce qu'on l'a su après. Il avait cherché sa famille. Il disait, je suis français et des propos que personne ne peut inventer. Je suis français, mais malentendant parlait face à moi. Et ça, c'est tout à fait ce que mon mari disait. Donc je suis persuadée que c'est pas des mensonges, les témoins. Donc il a été vu quelque part sur la plage dans les heures qui ont suivi. Il a été vu mangeant une orange sur la petite plage à côté de nous. Et il avait un bracelet, je crois. Oui, le bracelet Petunia Beach. Qui est le nom de l'hôtel où vous étiez. Difficile à enlever. Ouais. Je ne sais pas comment ce bracelet a pu se volatiliser, mais il avait son bracelet. Donc lui, il aurait pu montrer, s'il était perdu, il aurait pu montrer son bracelet. Oui, et une personne a vu ce bracelet. Il lui a dit Petunia Beach. Je vais vous reconduire. Oh non, je saurais me débrouiller tout seul. Parce que c'était une hypocampie légère, hein, c'était pas l'Alzheimer, vraiment... Voilà, alors ça c'est la question qu'on se pose en fait, parce qu'on parle, dans le reportage, on parle d'Alzheimer. Oui. Ça veut dire quoi? Il était désorienté parfois? Ça se manifestait comment? S'il y avait trop de monde, il me disait, moi je suis les jambes, mais toi t'es la tête. Dès qu'on partait en voiture, vous savez, je disais, non, prends cette direction-là, plutôt, voilà, des choses comme ça. Ouais. Mais il allait chercher le pain, il allait faire les courses chez nous. Tout seul? Évidemment. C'était une hypocampie légère. Ayant travaillé dans un milieu hospitalier, moi je me rendais compte qu'il avait des absences de temps en temps. Alors j'ai voulu faire un scanner, comme toute épouse aurait fait. Quoi, mais cette absence peut pas expliquer qu'il ne sache plus du tout où il est, par exemple? Non. Non. Mais enfin, vous savez, c'est populeux. Moi je compare toujours ça à la braderie de Lille. La plage, là-bas? Ah oui. Personnellement, toute seule, j'y serais pas allée. Et j'ai pas d'hypocampie.
Voilà. Donc la police arrive vers 16h. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc on leur explique les choses et puis ils disent bah oui, on va rechercher. Tout le monde repart dans sa chambre. Il était à peu près 23h30. Et là, une avocate est venue sur place et m'a demandé de raconter ce qui s'était passé. Elle a déchiré la première audition parce que les personnes avaient menti d'après les heures. Voilà. Et puis bon, après on a attendu quelques jours. Mon fils est allé. Qu'est-ce que vous vous dites le lendemain matin, par exemple? Je me dis enfin, il va être sur un relax. Moi, je me suis imaginé que fatigué, je l'aurais retrouvé sur un relax sur la plage, parce qu'il y avait des serviettes de plage, il y avait des chaussures, il y avait des t-shirts, tout. Toutes les personnes qui partaient, qui terminaient leur séjour, laissaient tout dans des caisses qui avaient là en bordure de plage. Alors. Donc vous vous êtes dit, c'est peut-être perdu. Voilà. Il s'allongeait sur un transat en attendant qu'on le retrouve. Alors à 6h du matin, on faisait toutes les longueurs de plage. Et rien. Et rien. Et rien. Et ça, la Turquie a fait son travail. Parce que sur toutes les chaînes de télévision, de Bodrum, Istanbul et Ankara, certaines de mes amies étaient à ce moment-là en séjour et m'ont dit, tu sais, on a vu la photo d'Alain et sa disparition paraître partout, même dans les journaux. Pascal Neveu, vous êtes notre expert psychanalyste. Est-ce qu'on peut imaginer, vu que c'était pas quand même un cas avancé d'Alzheimer, que tout à coup, comme ça, il y a un trou noir, il ne sache plus du tout où il est, Alain? Tout peut arriver, malheureusement. Alors, vous évoquez effectivement l'hippocampie, etc., mais malheureusement, il peut y avoir d'autres neurodégénérescences, etc. Ça me fait penser à un film de François Ozon qui est Sous le sable. C'est-à-dire, on ne retrouve pas la personne, on a besoin de savoir effectivement ce qui est arrivé, s'il est mort, si on peut le retrouver également. Et vous menez effectivement ces explorations depuis un certain temps. C'est très compliqué, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous dites effectivement, il a mangé effectivement une orange quelques heures plus tard. Il y a différents témoignages qui prouvent effectivement qu'il était vivant. Des personnes lui ont dit, monsieur, vous êtes trompé de chambre, vous êtes trompé d'hôtel. Et personne ne l'a ramené à ce moment-là, personne ne l'a pris pour le ramener. Non. Alors l'hypothèse, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'hypothèse à laquelle on pense assez vite, c'est la noyade, bien évidemment. Là, mais alors là, il y a eu des enquêtes, il y a des gens qui se sont noyés dans cette période-là, bien évidemment. Oui. Mais il y a eu des tests ADN qui ont montré que ce n'était pas Alain. Oui. Et la mère Égée rejette très vite les corps. Pendant notre séjour, des jeunes sont tombés à l'eau après avoir un peu bu. Tout de suite, les corps ont été ramenés. Et qu'est-ce que vous vous dites? Moi, je me réconforte en disant, il est ou dans un petit centre, ou une maison de retraite, ou chez des particuliers, parce qu'ils sont tellement accueillants. Mais en même temps, on aurait pu imaginer parmi les hypothèses, on essaie de faire les hypothèses, donc il y a la noyade, a priori, non, parce qu'on aurait retrouvé son corps. L'autre hypothèse, il a pu décider de partir, pourquoi pas, mais il est en maillot de bain, il a pas un sou sur lui, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'argent. Non, on était une famille trop unie. Des fois, on ne sait pas trop, ça arrive, hélas. Je vous dis pas, ça arrive, hélas, dans des familles unies, mais là, il est torse nu, il est en maillot de bain. Il n'a pas un sou. C'est impossible. C'est impossible. On peut tout de même imaginer, à un moment donné, que, effectivement, les autorités locales aient communiqué, effectivement, son identité, se soient rapprochées de vous également. Le problème, c'est que, effectivement, mais ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit. Dans des fantasmes, dans des explorations. Mon fils a eu le consulat au téléphone, parce que vous pensez bien qu'on n'est pas resté là à attendre sans bouger. Et on lui a répondu, écoutez monsieur, on n'a pas d'argent pour vous. Mais il dit, c'est pas de l'argent que je veux, c'est récupérer mon papa. Ce qui est quand même étrange, c'est qu'il y a manifestement des témoins. Il a croisé la route de plusieurs personnes. Il est identifié. Vous parliez de son bracelet. Il est en maillot de bain. On voit bien que c'est quelqu'un éventuellement qui peut être perdu. C'est pour ça que, dès le départ, on avait dit c'était enlèvement. Oui. Mais enlèvement, pourquoi? Voilà. Il n'y a pas de demande de rançon, vous n'avez pas eu de contact. Et puis, après, j'avais pensé les organes. Mais pas un monsieur de 70 ans. Non, ou alors un enlèvement sans demande de rançon, ça peut aussi peut-être arriver, mais c'est quand même étrange que personne n'ait pu le ramener, parce que le premier réflexe de tout individu, c'est de voir un monsieur... Il y a des policiers dans la rue quand même. Bah oui, quand même. Vous avez passé une semaine de plus en essayant de le chercher. Ça a été dur, je suppose, de décider de rentrer en France. Je peux pas parler. Un abandon. Je l'ai abandonné finalement. Non, vous ne l'avez pas abandonné. Il y a une part de culpabilité, forcément, mais, qui est très douloureuse, effectivement, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Comment vous avez décidé au bout d'une semaine de rentrer? Il fallait, qu'est-ce que vous voulez, je ne pouvais pas rester là-bas. Mon fils est resté, lui. Mon fils est resté.
Puis on faisait confiance aux autorités françaises quand même, essayer de nous... Donc à cette époque-là, il y avait le sénateur-maire, monsieur Dominique Bailly, à qui franchement, il a voulu organiser une conférence de presse. Et là, les policiers français qui se sont présentés, je sais pas, les RG ou quelque chose comme ça, ont dit qu'ils n'étaient pas au courant du tout. Donc lui a fait un appel. Les radios sont venus. Il y a eu Claire Chevalier, il y a eu Valérie Porcher. Sont venus. On dit, on va faire le nécessaire. Mais j'ai vraiment été lâché au niveau du gouvernement. On va revenir sur ce qui s'est passé ensuite, mais quand vous rentrez en France, vous essayez de vous repenser sans arrêt, je suppose. Oui, hein. Il est même encore maintenant. Il est chez moi en permanence. Tout est prêt, il peut arriver, ses pantoufles, tout est prêt. Moi, je l'attends en continu. Mais j'ai le ressenti que mon mari n'est pas décédé. Quand on perd quelqu'un, on a un ressenti, on sait que c'est fini. Mais moi, non, j'ai pas du tout ce ressenti-là. Pas du tout, du tout. 4 ans après la disparition d'Alain, sa famille, vous l'avez compris, ne baisse pas les bras. Non. Depuis 4 ans, Betty a remué ciel et terre pour retrouver son mari. Vous avez même été reçu à Matignon par un des conseillers du Premier ministre à l'époque, c'était Manuel Valls, à l'époque qui était Premier ministre, qui vous a alors suggéré que votre mari s'était sans doute noyé, mais on a évoqué cette hypothèse tout à l'heure, et visiblement c'est pas la bonne version. Non. Mais en l'absence de corps, aujourd'hui, vous restez persuadé qu'Alain est encore vivant. Et les recherches pour retrouver votre mari ont, selon vous, été bâclées. La police turque a mis plusieurs heures à arriver sur place, vous nous l'avez raconté, et des mois à transmettre le dossier aux autorités françaises. 1 an et demi après la disparition d'Alain, la brigade de recherche de Lille se rend sur place pour vérifier les informations des enquêteurs turcs. Mais cela ne donne rien. Pourtant, un ami de la famille qui a enquêté a retracé l'itinéraire emprunté par l'homme. Et surprise, il aurait parcouru 20 kilomètres le long de la côte, puisqu'il a été aperçu vivant pour la dernière fois à Bodrum, près d'un terminal de bus. Betty en est persuadée, son mari ne s'est pas noyé, il serait même vivant. Preuve en est, selon elle, ce courrier reçu du maire de Bodrum qui lui indique qu'aucune personne décédée dans les environs ne correspond à son mari. Mais aujourd'hui, 4 ans après la disparition de son mari, Betty n'a plus aucune nouvelle des autorités. Ils ont dit, elle va laisser tomber l'histoire, c'est tout, ça va être étouffé. Mais ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance parce que mon mari, j'y tiens par-dessus tout. Il y a 60 ans qu'on se connaît, alors je vais certainement pas le laisser tomber. Fin mars 2018, le 3e juge d'instruction en charge de l'affaire a décidé de refermer le dossier. De ce fait, il met aussi un terme aux investigations menées en Turquie. Or, pour la famille, l'enquête turque n'est pas allée jusqu'au bout. Il n'y a eu, par exemple, aucune recherche dans les hôpitaux. Mais alors, comment Alain a-t-il pu parcourir tout ce chemin sans alerter l'attention des autorités turques? Où se trouve-t-il maintenant? Et surtout, est-il toujours vivant? Retour en direct sur le plateau de Crimes et Faits divers, la quotidienne. C'est étonnant quand même de découvrir qu'il n'y a pas eu d'enquête dans les hôpitaux. Ça paraît surréaliste. J'ai eu un courrier du maire de Bodrum. Il a répondu à mon courrier, me disant que dans les cimetières, il n'y avait pas un corps étranger correspondant à mon mari, quoi. Donc, enfin, pourquoi il m'aurait répondu ça si... Il m'a dit, courage madame, votre époux est toujours vivant. Aujourd'hui, vous êtes convaincu qu'il est vivant? Ah oui. Même si les années, le temps passe, ça fait 4 ans. Tout le monde ne décède pas forcément à 74 ans. Hein. C'est vrai, c'est ce qu'il faut se dire. Il serait où pour vous? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête? Dans un petit centre ou chez des particuliers, parce que j'ai des correspondantes turques qui me disent que chez eux, les gens sont très accueillants. Et c'est vrai, je l'ai vu la semaine où on est resté, ils sont tous assis là devant chez eux à vous offrir du thé ou des figues. Vous retournez parfois sur place? Non, je peux pas. Si j'y vais, c'est pour ramener mon mari, quel que soit son état. Quel que soit son état. C'est dur pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Vous essayez de me trouver quelqu'un en Turquie qui contacte l'ambassade, les autorités turques pour qu'il y ait quelque chose de fait. Parce que ils ont quand même cherché la France, vous savez, on a envoyé 2 policiers 1 an après. 1 an après, ils ont passé 4 jours de vacances là-bas. J'ai pas honte à le dire, ils ont passé 4 jours de vacances. Parce qu'ils sont revenus sans aucun résultat. Peut-être que quelqu'un vous regarde, quelqu'un qui sait. J'espère.
On va afficher le numéro de téléphone de l'émission, puisqu'on a un numéro de téléphone qui vous permet de nous joindre, numéro de téléphone qui s'écrit et qui s'inscrit sur l'écran. Voilà, si vous connaissez des gens en Turquie, si vous avez des nouvelles, si vous entendez parler de personnes. Parce que des courriers, j'en ai envoyé, même à Madame Macron, je vous le dis. Elle a même pas répondu à mon courrier. Et j'ai reçu l'accusé de réception. Alors, il y a des gens qui ont du cœur et d'autres qui n'en ont pas. Hein. Merci Betty. Votre émission, je trouve ça formidable parce que ça va peut-être faire réagir certaines personnes. On espère en tout cas. On espère et on a montré largement la photo. Merci. En espérant que vous puissiez le retrouver. Je vous tiendrai au courant. J'espère bien. Merci Betty d'avoir été avec nous.